une fois, merci d'être présent à ce forum. Merci d'être resté également. Donc là, on a une conversation, donc un entretien confession avec donc Monsieur Imeldus Nvekounou, qui est le directeur des opérations de AGETIP Bénin, également directeur de FundLab, donc qui est une compagnie d'accompagnement à la levée de fonds. On va commencer par parler très rapidement de votre parcours. Vous avez fait vos études en France. Vous avez commencé à travailler dans un cabinet d'avocats, donc dans les fusions-acquisitions. Vous aviez un boulevard professionnel devant vous. Mais un jour, sur un coup de tête, vous avez décidé de rentrer au Bénin, mais mieux de rentrer dans votre village à Boïcon. Donc pour contribuer au développement, pour contribuer à une certaine dynamique de développement local. Et c'est comme ça que vous avez un peu changé également de parcours d'orientation professionnelle. Alors racontez-nous un peu ce parcours. Alors, je pense que notre audience... Merci infiniment, Djokan. Merci. Mais en fait, je n'ai pas tant que ça changé de métier. Aujourd'hui, je fais essentiellement de la levée de fonds, je fais essentiellement de la mobilisation de ressources. Mais je voudrais vous dire, les talents ou les compétences que j'ai toujours déployées en plaidoirie, en montage de dossiers ou en défense de dossiers juridiques, je mets en place les mêmes techniques, les mêmes outils aujourd'hui pour pouvoir concevoir des projets, pour pouvoir défendre des projets de mes clients ou de mes partenaires. Alors, beaucoup de gens ici peuvent se demander, mais que fait un directeur des opérations lorsqu'on parle d'investissement? Et justement, ça me permet de vous dire qu'une entreprise comme AGETIP Bénin, 25 ans, 26 ans aujourd'hui, 26 ans dans l'ingénierie, la gestion de projets, a pour la première fois depuis 3 ans décidé d'enlever un ingénieur de la tête de son département opération et d'y mettre quelqu'un qui est un juriste d'affaires, spécialiste en levée de fonds. Parce que, comme AGETIP Bénin, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont compris que, surtout de grandes entreprises, ont compris que l'avenir, le potentiel est dans les jeunes entreprises. Au niveau de AGETIP Bénin, c'est en fait la façon de pouvoir aller vers les jeunes entreprises qui nous a poussés à faire ce pas-là. Jeunes entreprises dont parlait tout à l'heure M. Adja, lorsqu'il dit il y a un potentiel incommensurable d'opportunités en investissement direct, mais qui sont très peu exploitées aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est pour ça que je suis là, que je suis à AGETIP Bénin. Pour parler donc, et spécialement aujourd'hui, spécifiquement sur ce forum, pour parler également des opportunités alternatives de financement, des opportunités de financement alternatives pour les PME. Alors, les PME, justement, les startups, les entreprises disent beaucoup, et c'est une rengaine assez commune, eh bien, manquer de financement pour libérer justement le potentiel dont vous parliez. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion? Elles ont raison, mais elles manquent davantage de crédibilité. En fait, ce qui manque aux entreprises, ce n'est pas tant que ça l'argent, ce n'est pas tant que ça le projet. C'est la crédibilité, c'est la confiance en fait. Chaque fois que j'ai vu des porteurs de projets réunir tout ce qu'il faut de crédibilité, de confiance, je ne les ai pas vus manquer d'argent. En réalité, nous avons 2 problèmes. Le problème de la confiance, je viens de le dire, mais le fait que beaucoup de personnes, beaucoup de soi-disant chefs d'entreprise sont juste en fait des porteurs d'idées. Permettez-moi, ce n'est pas une insulte. Mais beaucoup sont des porteurs d'idées. Comment on passe de l'idée au projet, justement? Justement, parce que lorsque les gens ont une idée qui n'est qu'une élucubration, quelque chose, une fantaisie, quelque chose qui vous est arrivé la nuit parfois ou une révélation, il faut encore aller maintenant questionner l'idée. Se demander, mais écoutez, cette idée que j'ai répond à quel besoin? Répond à quel problème? Et là, ne pas avoir une idée, mais avoir 20, 50, 100 idées. On ne monte pas une entreprise avec une idée. On monte une entreprise avec 100, avec 200 idées. Et c'est
tout le cheminement de l'idée vers la matérialisation de cette idée qui vous fait passer de 50 idées au départ ou de 100 idées au départ à 2 idées autour desquelles vraiment l'entreprise pourra maintenant grandir, croître, mobiliser des ressources. Très bien. Et donc, le parcours de l'idée au projet, pour répondre à la question. Alors, je suis un entrepreneur, j'ai peut-être une idée, comme vous le disiez. Comment je fais de cette idée un projet potentiellement Je vous ai dit, rentable? la première chose, en se demandant quels sont les problèmes qui sont à la base, quels sont les problèmes à régler. La meilleure idée d'entreprise, c'est l'idée qui règle le plus grand problème de développement ou qui règle en fait le plus grand besoin. Sans grand problème à régler, il n'y a pas d'idée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, lorsque vous avez questionné maintenant, vous connaissez le problème à régler, encore faut-il maintenant pouvoir la mettre sur du papier, la conceptualiser, la documenter, l'analyser, en faire un plan. C'est la deuxième étape. Troisième étape maintenant, il faut maintenant développer une marche. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est-à-dire la solution que je veux apporter, comment est-ce que je la mets en place progressivement? Mais quels sont les différents paliers par lesquels je vais passer pour pouvoir développer cette solution? Ce sont les 3 étapes que je trouve importantes par lesquelles on doit passer avant maintenant d'arriver à avoir, à matérialiser une idée. Sur la 3e étape que vous avez soulevée, c'est essentiellement la question de la stratégie. C'est la question de la stratégie. Quels sont les facteurs d'une bonne stratégie? Si vous le permettez, on va demander à la régie de nous diffuser l'une des slides, la slide numéro 2 de M. Mvekounou, sur les facteurs d'une bonne stratégie. En fait, de mon expérience, et j'ai un public immensément brillant ici, de praticiens de la finance, de ma pratique, et je sais de leur pratique également, les meilleures stratégies de mobilisation de ressources, en fait, se résument à 4 facteurs. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la crédibilité. En fait, elle pèse, elle seule, au moins 50%. 50% de déterminants dans la mobilisation, dans une stratégie de mobilisation de ressources. Ça, c'est le premier point. Lorsque vous avez cette confiance, cette crédibilité dont on est en train de parler, il y a maintenant, en réalité, avant même d'aller vers le projet, il y a la stratégie. C'est-à-dire la stratégie avec laquelle vous voulez lever les fonds. La stratégie avec laquelle vous voulez acquérir ces ressources. Elle pèse pour 20%. Vous voyez, Djogan, ce qu'on est en train de dire, c'est que sans même avoir encore touché au projet ou à l'idée de projet, on est déjà à 70% de facteurs qui sont déterminés par quelque chose de totalement externe à l'idée du projet qu'on veut financer. L'idée qui, elle, pèse pour 10%, et après, le potentiel qu'il y a dans cette idée ne pèse en réalité que 30%. Et ce n'est que là qu'on peut maintenant dire, on peut mesurer les ressources. Vous voyez une entreprise, permettez-moi, mais comme AGETIP par exemple, lorsqu'elle apporte la crédibilité sur une table, lorsqu'elle apporte une stratégie sur la table, en réalité, elle peut avoir l'idée la plus farfelue, mais la documenter un tout petit peu, elle aura néanmoins l'argent. À elle plus tard de faire en sorte, en réalité, de préserver sa crédibilité en faisant en sorte que ce projet aboutisse. Et bien c'est justement ça qui manque à beaucoup d'entrepreneurs. La crédibilité, le facteur confiance, le facteur risque. Et je suis content que M. Zézé, dont je salue la présence parmi nous, soit là pour, surtout demain, dans sa discussion, parler vraiment de ce que c'est que la crédibilité et comment est-ce qu'on présente cette crédibilité-là pour obtenir des ressources. Comment est-ce qu'on la bâtit? Comment est-ce qu'on la bâtit surtout. Très bien. Alors vous avez parlé d'AGETIP Bénin. AGETIP Bénin, c'est quand même 25 ans et donc une crédibilité qui a été bâtie, qui a été consolidée, qui existe. Mais pour une entreprise qui a 6 mois, allez, une start-up, une TPE, une PME qui a 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence, comment valoriser cette crédibilité de manière, ce minimum de crédibilité de manière à pouvoir lever des ressources? Autrement dit, quel type de ressources, pour quelle phase, pour quel stade de projet?
La crédibilité, c'est une question très intéressante. La crédibilité s'obtient de plusieurs façons, mais je vais déjà mettre l'emphase sur un moyen très simple. Lorsque, comme moi, vous êtes né dans un petit village, lorsque, comme moi, vous n'avez pas un papa riche, lorsque, comme moi, en réalité, vous n'avez pas un réseau extraordinairement florissant, mais que vous avez une idée de projet, que vous avez des idées de projet, que vous avez envie d'initier quelque chose, ce qu'il faut, c'est le réseau. C'est d'abord comprendre que mon entreprise ou mon projet n'est pas censé aller tout seul loin et aller tout seul le plus loin. Il se peut bien que la destinée de mon projet soit de s'arrêter au bout de 2 ans, greffé au projet de quelqu'un d'autre. Beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos compatriotes qui initient des projets n'ont pas compris ça. Alors, à ce niveau-là, en réalité, la crédibilité s'obtient justement en se mettant sous ou en se mettant avec une personne, une entreprise qui, elle, a déjà bâti une certaine crédibilité. Lorsque, par exemple, un jeune porteur de projet, par exemple, dans les solutions innovantes de construction, par exemple, se rapproche d'une entreprise comme AGETIP Bénin, la convainc de ses solutions, et avec AGETIP Bénin, développe maintenant une solution avec laquelle on va mobiliser des ressources, vous comprenez qu'elle vient tout de suite d'obtenir, si elle a réussi à convaincre, d'obtenir le crédit qui lui manquait un peu pour pouvoir obtenir des ressources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, et je ne sais pas si depuis le matin, des gens en ont dit le contraire, mais les banques ne sont pas faites pour financer la gestation d'une idée de projet. Les banques ne sont pas faites pour ça. Les banques, aucune banque n'a pour finalité de financer en fait le rêve de quelqu'un. Non, la banque n'intervient que lorsque vous avez développé un modèle économique, que lorsque vous l'avez validé et que lorsque vous lui avez montré qu'à la fin, il y a des milliards de francs CFA. C'est seulement là que la banque intervient. Alors, les autres, qui sont-ils? Excusez-moi, mais permettez-moi de faire un petit rappel. Le mot mobilisation de ressources ou levée de fonds, en anglais pour, permettez-moi cet anglicisme, mais c'est fundraising. J'aime bien faire ce petit pont-là avec friendraising, mobilisation d'amis. Fundraising égale friendraising. Vous ne lèverez jamais des ressources sans partir de la base, c'est-à-dire assurer une base d'amis, une base de supporters, la famille, les amis, bref, sans avoir cette base-là. La crédibilité part de là. Les premières ressources avec lesquelles vous commencez à mûrir votre projet, ben, ce sont des sous que vos amis, votre famille, quelqu'un que vous avez rencontré, mais à qui vous avez plu, ben, vous dit, ben, écoute, je t'aide à aller avec toi, je deviens ton cofondateur et on y va ensemble. Après ça, l'étape qui suit, l'étape juste après, parce que beaucoup de gens, j'en ai rencontré, ils vont demander des microcrédits à 24% de TEG pour pouvoir financer une start-up. C'est une erreur gravissime. Là également, pour pouvoir monter, faire financer leur projet, il y a également, comme je le disais tout à l'heure, d'autres modèles, c'est-à-dire les fonds d'investissement, par exemple, ou également, en réalité, les fonds, quand je dis fonds d'investissement, je parle des investisseurs d'impact, c'est-à-dire les fonds privés, les fonds, les investisseurs à perte un peu. Tout à l'heure, on a parlé de TechnoSève, et je vous remercie d'avoir relevé que TechnoSève agit sur le financement de la coopération suisse. Mais la coopération suisse n'est pas la seule. Aujourd'hui, nous avons, au niveau du Bénin, nous avons par exemple la coopération néerlandaise. Nous avons par exemple Enabel, la coopération technique belge par exemple. Autant d'investisseurs d'impact qui ont des guichets, comme par exemple au niveau de la coopération suisse. Nous avons entre maintenant et 2023, nous avons au total 14 milliards de francs CFA disponibles pour supporter les jeunes entreprises. Mais malheureusement, nos compatriotes ne savent même pas. Vous allez voir, comme ça s'est passé avant, nous allons finir ce quinquennat et ils auront à peine dépensé en fait la moitié parce que des gens n'auront pas présenté des projets avant, ils n'auront pas mis en place les dispositifs nécessaires pour pouvoir... Je veux dire que les idées, lorsqu'elles sont à la phase de développement, mais surtout lorsqu'elles répondent à de grands enjeux de développement, peuvent trouver des ressources qui ne sont pas au niveau de la banque, qui ne sont pas au niveau des microfinances, mais qui sont avec un grand nombre de bailleurs de fonds, de partenaires au développement, l'USAID, j'en cite encore, par exemple. Il y a également
la coopération canadienne, par exemple, au développement, et ils sont très, très nombreux. Ils sont très nombreux, très bien. Alors, le temps qui nous est imparti court à sa fin. Vous avez parlé de la question de la crédibilité essentielle, bâtir sa crédibilité, la question de la stratégie, avoir une bonne stratégie de développement et de levée de fonds. Vous avez parlé de la question de la connaissance, de la maîtrise, la question de l'information finalement, financière, de la bonne connaissance de l'écosystème de l'investissement, mais aussi de la bonne connaissance du stade auquel le projet se trouve. Alors, Imeldus, moi j'ai une dernière question, assez très personnelle. Vous avez été entrepreneur, vous avez travaillé en entreprise, vous avez été entrepreneur, vous êtes revenu en entreprise. Quel est votre plus grand leitmotiv? Ce sera ma dernière question, puisque c'était un entretien confession, on a dit. Votre plus grand leitmotiv quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous booste? Et ce sera en même temps votre mot de fin. Là, vous me collez parce que je fais une confession devant 200 personnes et j'en suis un peu timide en fait. J'ai un peu de pudeur, mais je dois dire cette envie de marquer notre époque, de marquer mon temps, de ne pas, permettez-moi, ce n'est pas de l'ego en fait, mais de ne pas passer pour rien. Cette envie de compter pour quelque chose dans l'avenir, celui de mon enfant, mais également celui de tout un pays et d'un continent. Je ne le dis pas avec des rêves irréalistes, non. Mais je veux dire, cela devrait être en fait le leitmotiv de tout le monde. De pouvoir se dire en fait, je veux marquer mon temps, je voudrais que mon nom reste pour celui qui a fait quelque chose. C'est tout ce qui fait que moi je me bats chaque matin, que j'essaye d'innover, que j'essaye de construire. Voilà. Merci beaucoup, Imeldus. Merci à vous tous de m'avoir écouté.